Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes le 1er octobre 2024 et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la comparaison de thèmes, c'est-à-dire de la synastrie. Donc, cette synastrie, elle va nous renvoyer à la question suivante: sommes-nous faits l'un pour l'autre? Ça ne veut pas dire que la synastrie va nous dire si on va durer, si la relation va durer toute la vie. Ça veut simplement donner des indications sur les énergies de l'un et de l'autre ensemble. La comparaison de thèmes, elle permet d'éclairer les tendances relationnelles entre deux personnes. C'est-à-dire qu'il est question de définir cette force profonde qui motive deux êtres à s'engager dans une relation durable. Une histoire compliquée au départ peut devenir source de grandissement si la volonté du cœur est présente. Et enfin, on se posera la question: comment déjouer l'inconscient familial qui va influer de manière souterraine sur des rapports spontanés? Voilà. Donc il m'a fallu faire des choix. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs manières d'appréhender les comparaisons de thèmes, les synastries. Donc il m'est apparu plus judicieux de démontrer les raisons de l'émergence de tel ou tel comportement de l'un et de l'autre au sein du couple. J'étais en train de dire tout à l'heure que l'inconscient collectif était très important. Donc, dans un thème natal, l'inconscient collectif est représenté par les 4 planètes collectives: Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Saturne aussi peut être considérée comme une planète individuelle. Pourquoi? Parce qu'elle est à la ceinture du système solaire et se situe entre le système solaire et le cosmos. Donc, on peut la prendre aussi bien en individuelle qu'en planète collective. Mais il n'y a pas qu'elle qui joue. Entre autres, on peut citer les nœuds lunaires, la lune noire, les luminaires, qui vont opérer considérablement dans ce moteur relationnel. Et le moteur relationnel de la rencontre amoureuse, vous le verrez, n'est ni Vénus ni Mars qui jouent un rôle, mais vraiment en second lieu. Et cette force attractive qui opère à ce moment-là est beaucoup plus profonde. C'est l'inconscient collectif représenté par ces 4 planètes lentes qui va téléguider la rencontre de manière souterraine, indépendamment de la volonté des deux personnes. Donc, l'importance du lien planète lente et planète individuelle est à étudier. D'abord avec les luminaires et les axes. Les aspects avec le Soleil et la Lune vont jouer un rôle majeur dans un lien de couple. Ils vont signifier et qualifier la relation. De même, en ce qui concerne les conjonctions des planètes lentes de l'un avec un axe de l'autre. On regardera également les liens entre les planètes lentes et le gouverneur de la maison 7 et Vénus. Pourquoi Vénus? Parce que Vénus est gouverneur de la maison 7 symbolique. On peut continuer longtemps comme ça, la 4 avec le gouverneur pour la famille, le 5 pour l'éducation, la 8 et son gouverneur pour la sexualité, etc., etc. Plus il y a de planètes individuelles de l'un en aspect à une planète lente de l'autre, et plus il y aura d'indications au sujet de cette relation. Et ce sera à l'astrologue, évidemment, de décoder les types de comportements. C'est la symbolique de la planète individuelle de l'un en aspect à la planète lente de l'autre qui va décrire ce qui se joue dans l'inconscient collectif. Elle va caractériser la relation de manière concrète à travers la maison dans laquelle elle se trouve. Mais pour l'instant, j'ai envie de vous parler des aspects qui vont jouer un rôle également, évidemment. En fait, vont jouer un rôle, mais le type d'aspect n'est pas la première des choses à regarder en synastrie, mais le type de planète en jeu. Après quoi, on va donner du sens avec les aspects, je vous l'accorde. Alors, on va rencontrer les 2 familles que nous connaissons tous, c'est-à-dire les familles harmoniques, c'est-à-dire les aspects bleus, et les familles dissonantes ou les aspects rouges. Alors, quand les planètes individuelles de l'un sont en aspect bleu aux planètes collectives de l'autre, eh bien évidemment que ça facilite le potentiel de la planète individuelle de l'un avec la planète lente de l'autre. Le porteur de la planète individuelle aura un certain libre arbitre, d'autant plus que l'angle est grand. Un trigone est plus facile qu'un sextile. Pourquoi? Parce qu'il est plus large, il est plus grand. Le porteur de la planète individuelle a l'impression, mais ça c'est une illusion, que l'autre lui permet de s'exprimer librement. Et puis ensuite, on a les aspects rouges qui vont apporter de la soumission dans la planète individuelle
à la planète lente de l'autre. Alors là, dans ce cas-là, pas d'hésitation, plus la planète est lente et plus son emprise a de l'importance sur la planète individuelle de l'autre lorsque on est dans la dissonance. Alors maintenant, on va voir les fonctions des planètes lentes par rapport dans l'analyse de la synastrie. La fonction saturnienne, c'est un lieu de la relation où l'on peut se donner les moyens de rencontrer un pouvoir de transformation conscient, ce qui n'est pas le cas pour Pluton, qui touche à l'inconscient. Mais avec Saturne, on peut avoir de la conscience, on peut avoir la conscience de soi-même. Le lieu de Saturne de l'un à une individuelle de l'autre va jouer un rôle particulier dans la relation. Le porteur de Saturne est vécu par l'autre comme un archétype parental. Mais cette figure parentale ne fonctionne pas du tout de la même manière pour les deux. Donc voici ce qui se passe des deux côtés. D'abord, du côté du porteur de la planète individuelle. Eh bien, ce porteur de la planète individuelle va constater que l'autre ne correspond pas tout à fait à ce qu'il attend. Il est face à quelqu'un qui va camper sur ses positions, qui va être têtu. Il va se sentir incompris, enfermé dans sa frustration à ne pas être entendu par le porteur de Saturne. Et c'est ici que sa frustration à ne pas être entendu par le porteur de Saturne va commencer. C'est le chemin de conscience là de croissance et de conscience, si la personne le veut bien, qui va commencer. C'est un processus de sevrage qui est à l'œuvre, qui s'engage alors pour le porteur de la planète individuelle. Et comme pour tous les sevrages, la castration en est le point de départ et oblige la personne à abandonner un ancien mode de comportement pour atteindre une vision plus large qui va lui donner du sens. Parce que la richesse de la relation, elle réside en cela qui au départ apparaît comme frustrante. Il est évident qu'il y aura dans les deux thèmes des aspects plus faciles qui aideront à servir de point d'appui afin que cette adaptation opère. Ce chemin, il ne peut se faire que si le porteur de la planète individuelle vit ce Saturne face à elle comme source d'évolution et a pour but de sortir de la fusion de la relation, d'être avec l'autre et non de plus vouloir avoir l'autre. C'est à ce prix que la vraie relation pourra s'engager pour que la confrontation à la différence de l'autre puisse se mettre en place. Ce qui signifie que le rôle de Saturne dans une synastrie est incontournable pour que la relation puisse devenir adulte, consciente et autonome. Alors bien sûr, quels en sont les avantages ? Le porteur de Saturne, lui de son côté, il va sécuriser, il va rendre solide, il va être fiable, durable, il va donner envie de construire à condition de l'accepter. Il assure en tout cas une relation engagée. Et de l'autre côté, quels en sont les inconvénients ? Eh bien, le porteur de Saturne, il peut être aussi porteur de frustration, de coupure, de distance, de dureté, de froideur, d'intransigeance. On ne plaisante pas avec lui parce que c'est du sérieux. Il faut oublier les yeux dans les yeux. La réalité est bien là et Saturne est là pour nous le rappeler. La frustration de ne pas pouvoir obtenir de l'autre est omniprésente. Et évidemment, c'est la planète individuelle en aspect à Saturne, au Saturne de l'autre, qui vit ce que l'on vient de voir et qui vit les avantages et les inconvénients. Alors du côté du porteur de Saturne, ce n'est pas du tout la même chose. Saturne est réveillé par la ou les planètes individuelles de l'autre, c'est-à-dire que la blessure narcissique de l'enfance est réveillée par la planète individuelle de l'autre. Et la relation est vraiment inconfortable. Il en résulte un processus de défense, une rigidité et une protection face à la planète individuelle de l'autre. Saturne va servir à ce moment-là de comportement paternel et répondre à la planète individuelle par des principes qui proviennent de son enfance, qui ne lui appartiennent pas, mais qui sont sécurisants pour lui. L'évolution de la relation Saturne-planète individuelle va réveiller un scénario parent-enfant et souvent la relation en reste là, mais elle peut aussi évoluer. Alors, quand elle évolue, il y a 3 options possibles. D'abord, on a premièrement, par exemple, la cristallisation de la relation. Alors, dans ce cas, ça va être la répétition du schéma parental. Le porteur de la planète individuelle est frustré
Il n'arrive plus à exprimer cette planète et fait des efforts pour s'améliorer aux yeux de l'autre. Le porteur de Saturne, lui, exige absolument que la planète individuelle de l'autre fonctionne comme lui l'entend, et il reste dans la distance qui dissuade l'autre d'exprimer sa planète. Le porteur de la planète individuelle aura des projets qui seront bloqués par le porteur de Saturne. Exemple, si je vous prends un exemple, Saturne de l'un conjoint au Soleil de l'autre. Eh bien, le couple fait un projet de vie dont la nature sera indiquée par le gouvernement du Soleil, c'est-à-dire la maîtrise du Soleil, ainsi que la maison qu'il habite. Et le porteur de Saturne va freiner ce projet à un moment donné en prétendant qu'on ne peut pas tout faire, par exemple. Ensuite, le deuxième scénario va être la révolte contre la frustration. À un moment donné, le porteur de la planète individuelle ne va plus supporter et va vouloir contester. Cela peut conduire la personne à aller voir ailleurs en trompant, à mentir. En tout cas, le destin de cette relation est compromis. Soit la personne se contente de cette relation, soit elle rencontre une nouvelle forme de libération, de relation, libérée du poids de Saturne, et la relation s'arrêtera. Mais la relation peut aussi évoluer différemment. Si le porteur de la planète individuelle a le courage de mettre la pression sans avoir peur de perdre, c'est le porteur de Saturne qui va craquer et qui va se sentir en danger. Alors Saturne, ce Saturne qui montrait une fermeté de roc au départ, eh bien il va montrer une fragilité insoupçonnable. Si à ce stade il n'y a aucun chemin de conscience de fait, la relation sera vouée à l'échec. Voilà. Et puis ensuite, il y a le troisième tableau, c'est l'évolution vers un stade adulte de la relation, c'est-à-dire que les deux prennent conscience des choses, mettent de l'eau dans leur vin, et là, tout peut bien aller. Ensuite, on passe maintenant à la fonction uranienne dans la comparaison de thèmes. Donc, dans la relation, Uranus va représenter l'obligation de sortir des répétitions et des schémas culturels. La relation doit être créée de toutes pièces. C'est-à-dire que c'est la liberté individuelle qui est au cœur du débat. Le couple va se définir tout seul au cours de son évolution en ignorant la répétition familiale et le côté conservateur de la famille. C'est un couple qui va déranger les conventions, bien entendu. Du côté du porteur de la planète individuelle, alors donc, le porteur de la planète individuelle va projeter sur le partenaire une fonction d'éveilleur. Chaque jour est un nouveau matin sur le monde. Il faut que la vie de couple change, qu'elle soit prise dans un tourbillon. Les projets sont sans cesse remis en cause par le porteur d'Uranus et la planète individuelle le vit plus ou moins bien. Ça va trop vite en général, hein. Les deux personnes sont issues de milieux différents. La planète individuelle est choquée dans son éducation et ses habitudes. Alors du côté du porteur d'Uranus, qu'est-ce qui se passe? Il ne veut en aucun cas appartenir à l'autre. L'enjeu de cette liberté, c'est la nature de la planète individuelle aspectée dans la comparaison. Exemple, Uranus de l'un à Mars de l'autre. Uranus va demander à Saturne de l'autre de faire des choses dérangeantes. Il refusera la normalité et se comportera comme un soleil que l'on admire pour sa capacité à oser. Et ensuite, il va y avoir l'évolution de la relation Uranus-planète individuelle. Soit il y a le refus d'engagement d'Uranus et la relation ne tient que parce que la planète individuelle est fascinée, soit ce côté excentrique représente le ciment de la relation dans un engagement commun qui éclaire les deux partenaires. Le porteur de la planète individuelle va jouer un rôle de stabilité et le porteur d'Uranus joue le rôle d'élan, excluant le matérialisme et le côté conservateur. Ensuite, Neptune va jouer un rôle très puissant. On va le voir. Donc Neptune joue un rôle contraignant dans une comparaison de thèmes. En tant qu'archétype patriarcal du monothéisme, il va définir un critère de bien et de mal qui va relever de la loi divine. Sa croyance est que le masculin est supérieur au féminin, qui est l'origine de tous les péchés. Neptune va représenter le côté dévoué, l'aimant, le pur. La planète individuelle sera l'égoïste et l'impur. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de la planète individuelle qui est un aspect à Neptune?
Il va vivre la nécessité d'accéder à une perfection en ce qui concerne la symbolique de la planète individuelle. Il a envie d'être meilleur, moins égoïste. Le regard de l'autre est un critère important. Est-ce que je mérite d'être aimé? Est-ce que j'ai été bien? Mais tout est silencieux, tout passe par le regard. C'est l'oubli de soi pour accomplir quelque chose sous l'œil de Dieu. Cette relation, elle est vécue par la planète individuelle comme culpabilisante, avec une notion de service et de sacrifice. Tout ceci de manière totalement inconsciente. Il refoule la planète individuelle et l'ignore. Neptune va refouler la planète individuelle, l'ignorer, et il en fait un sacrifice. Petit à petit, la haine jamais exprimée est réveillée par tous ces refoulements, mais tant que la personne ne pose pas de la conscience sur son comportement, elle va être asservie. Du côté du porteur de Neptune, alors, d'abord, si c'est un homme, ce ne sera pas vécu de la même façon, homme et femme, enfin, du côté masculin et féminin. Si le porteur est un homme, il va porter un jugement de valeur sur la planète individuelle de l'autre totalement inconsciemment. La femme ne se comporte pas comme il faut et il va exercer une forte exigence sur la nature de la planète individuelle. Il va fantasmer la femme parfaite et va chercher chez l'autre cette perfection qui passe par le regard, sans jamais envisager de quitter sa compagne, bien entendu. Mais c'est très inconscient. Si le porteur de Neptune est une femme, la planète individuelle de l'homme réveille une culpabilité qui pousse cette femme à un dévouement sans limite, à un amour inconditionnel, sacrificiel, qui ne lui permet pas d'affirmer sa personnalité face aux caractéristiques de la planète en signe et en maison. Toute chose justifie le sacrifice. Alors comment va évoluer cette relation Neptune, planète individuelle? Eh bien, Neptune joue un peu le même rôle que Saturne, c'est-à-dire que c'est un modèle de durabilité du couple. Cette relation pousse les partenaires à passer au-dessus des difficultés, des conflits. Aucun des deux ne s'autorise à être eux-mêmes, mais peu importe. La seule différence avec Saturne, c'est que tout ceci reste inconscient. On reste ensemble, on souffre ensemble, parce que la souffrance élève. Ensuite, du côté de la fonction plutonienne, Pluton, quel rôle joue Pluton dans la relation? En comparaison de thèmes, eh bien Pluton va représenter deux caractéristiques en parfaite contradiction. D'un côté, la relation est très fusionnelle, maternante, nourrissante, et de l'autre, elle va être vampirisante, destructrice, possessive, esclavagiste. Il y a quelque chose de magnétique qui vibre et qui ne s'exprime pas. Les deux se confondent, l'un étant la moitié de l'autre. Si on m'enlève l'autre, on m'ampute. Voilà ce que pense la personne. Mais bien sûr, les rôles ne sont pas équitables parce que l'un a le pouvoir de vie et de mort et l'autre la place de fils et de fille, objet de l'amour total et absolu. Alors, du côté de la planète individuelle, eh bien, cette planète individuelle, elle est prise totalement en charge par le porteur de Pluton qui lui dicte ce qu'il faut faire. Celui-ci a toujours raison et voit très clairement les failles de la planète individuelle qui, elle, croit être épaulée, aidée et poussée à satisfaire le porteur de Pluton. Le porteur de Pluton épuise la planète individuelle. Mais si le porteur de la planète individuelle se révolte, alors la relation va devenir mortifère. Et du côté du porteur de Pluton, eh bien, la planète individuelle vient réveiller chez Pluton des nœuds émotionnels qui échappent à toute morale. La symbolique de la planète individuelle va être pour Pluton le catalyseur de cet éveil. Pluton est alors face à quelque chose qui le dépasse, qu'il ne peut pas maîtriser. Alors le porteur de la planète individuelle va être sous la domination de Pluton, qui fait une même mise sur elle en se laissant aller aux situations à trois, à la trahison, au mensonge, à la jalousie. Bref, que des qualités. Si le porteur de Pluton est une femme, c'est plus facile, car elle a un modèle de mère qui permet de gérer cette puissance. Elle sera alors indispensable au porteur de la planète individuelle, elle contrôle tout dans les moindres détails. Et ceci indique un problème de virilité, de castration chez l'homme.
tellement il est infantilisé, même si Mars n'est pas en aspect à Pluton dans un thème. Alors, comment va évoluer cette relation Pluton, planète individuelle? Eh bien, cette relation, elle est insoutenable, parce qu'elle empêche de vivre librement, elle est destructrice. Ceux qui auront fait le chemin de Saturne auront la chance de ne pas accepter d'être sous contrôle, mais les autres vont continuer à subir s'ils n'évoluent pas. Alors dans tout ça, comment s'y retrouver? Techniquement, si les aspects entre les deux thèmes sont rouges, cela ne va pas dire que ça ne marchera pas, cela signifie que les énergies sont différentes, que les centres d'intérêt ne sont pas les mêmes et qu'il va falloir être tolérant, qui est le mode évolutif de la maison 7, accepter la différence de l'autre. Première question à se poser. Qu'est-ce que cet homme ou cette femme vient réveiller dans ma vie? Vient-il réveiller de l'expérience, du conjugal, c'est-à-dire de rencontrer la différence de l'autre? Le risque, bien sûr, c'est l'idéalisation dans un sentiment de complétude et plus tard lui reprocher une incomplétude. Mais dans un premier temps, c'est l'occasion pour la personne de se sentir nourrie et que l'autre puisse lui apporter ce qui lui manque. Si c'est une femme, l'homme est censé apporter une image d'homme rayonnant, une image virile, et du coup, c'est le moment pour elle de quitter le pôle masculin pour accéder au pôle féminin, puisque maintenant il y a un homme. C'est vivre une complémentarité au lieu d'une fusion. Cela conduira dans un second temps de la relation à devoir respecter l'autre dans sa différence, et là où il ne la complétera pas. Il vient réveiller l'envie du couple. Deuxième question à se poser. Que se passe-t-il sur le plan psychologique? Premièrement, le moteur relationnel est représenté par les soleils. Alors là, les questions sont, y a-t-il de l'oxygène dans cette relation? Est-il possible de conserver une autonomie en se donnant de l'air? Lequel des deux risque de limiter l'autre dans son expression générale? La deuxième chose, ça va être la nature des aspirations, des émotions, avec les lunes. Nous entendons-nous bien? Désirons-nous les mêmes choses? Lequel des deux est le plus sensible? Pouvons-nous partager la même niche? Les signes des lunes en aspect nous donnera la réponse. Il y a des lunes compatibles et incompatibles, bien sûr. L'entente des lunes est capitale, car ce sont elles qui vont évaluer le degré d'harmonie. Quand vous dites communément... automatiquement, je m'entends bien avec elle, il y a de fortes chances pour que les lunes soient bien acceptées, parce que la nature des lunes, c'est on s'entend bien, dans le sens on se sent bien, voilà. Alors maintenant les outils. Donc avec les luminaires, on a vu techniquement les questions à se poser, que se passe-t-il sur le plan psychologique, que se passe-t-il dans ma vie? Mais là, on va voir les outils. Alors, les outils, on va voir Mercure. Mercure va nous faire poser la question, qui va grogner le premier? Y a-t-il compatibilité au niveau de la brosse à dents? Lequel des deux est le plus vindicatif? Les Mercures dans des signes incompatibles sont à appréhender avec beaucoup d'attention parce qu'ils sont vecteurs de conflits récurrents ou bien de silences mortifères et d'un gros problème de communication. Sans une bonne communication, le couple est tôt ou tard voué à l'échec. Et il est capital ici de poser de la conscience sur la manière de dire les choses et le ton que l'on emploie, ainsi que la capacité à entendre ce que l'autre a à me dire. Sans un outil de communication performant, les zones d'initiation ont du mal à être gérées. S'il y a une bonne communication, il y a un tampon qui fait que les choses passent par la parole et la conscience se pose, donc pas de conflit. Ensuite, un autre outil, Vénus. Avec Vénus, c'est le sentiment. Il est question de cultiver une douceur, une approche câline, et de par les pôles réceptifs masculin et féminin, l'autre est amené à extérioriser ses sentiments. Comment se comportent les deux personnes dans leur manière d'aimer? Lequel est le plus démonstratif? Avec quelle énergie aime-t-il? Est-ce que cette relation peut être sérieuse?
Eh bien, la réponse, elle va être donnée en examinant les planètes auxquelles est reliée Vénus, évidemment. Y a-t-il compatibilité de sentiments dans ce couple? Si l'un est aventurier et l'autre fusionnel, ça va être difficile. L'un et l'autre s'inspirent-ils l'amour? Y a-t-il l'étouffement généré par de la jalousie? Ce sont les questions que vous amenez à poser Vénus. Ensuite, avec Mars, on va parler d'énergie, de courage. Est-il permis d'exprimer un élan dans cette relation, une capacité à prendre les choses en main? Qui est la locomotive du couple? Est-ce que les tempéraments s'accordent? C'est-à-dire que les tempéraments, là, on va aller voir les éléments. Les énergies sont-elles compatibles? Sont-elles spontanées ou passives? La relation est-elle palpitante? Tout ça, c'est pour Mars. Avec Jupiter, eh bien, on va parler d'épanouissement, de joie dans le couple. La relation est-elle joyeuse ou frustrante? Les espaces de chacun sont-ils respectés ou un des deux dévore l'espace de l'autre? Y a-t-il des rigolades? Lequel est le plus exubérant? Enfin, se poser la question, est-ce que cette relation fait grandir ou bien pose-t-elle problème? Est-il possible de retirer du positif du difficile? Ensuite, je pourrais vous dire quelques mots aussi sur le rôle de l'ascendant en comparaison de thèmes. Pour juger de l'attirance, l'aspect le plus important est formé par l'ascendant d'un thème et les planètes individuelles de l'autre. C'est là qu'on voit si on se plaît. Le Soleil, la Lune, Vénus ou Mars de l'un dans le signe ascendant de l'autre signe une très très forte attirance. Il n'y aura pas d'affinité durable si le signe de l'ascendant de l'un ne s'harmonise pas avec les signes des planètes de l'autre. En tant que signifiant de la personnalité, l'ascendant va déterminer le pouvoir réel de l'attirance. Tous les interaspects de l'ascendant possèdent une caractéristique commune, c'est-à-dire la spontanéité, l'authenticité relationnelle dans le couple. Ensuite, lorsque l'ascendant de l'un tombe dans le descendant de l'autre, il y a obligation d'analyser les gouverneurs respectifs afin de comprendre ce qui se jouera dans cette relation. Y aura-t-il de l'air? En fait, c'est ça. Est-ce que je vais pouvoir respirer? Pour ce qui est du milieu du ciel, quand le porteur d'une planète individuelle aspecte le milieu du ciel de l'autre, soit elle l'aide à exploiter son potentiel, soit elle l'empêche de concrétiser ses ambitions. Voilà. En conclusion, je pourrais vous dire que la comparaison de thèmes ou synastrie est une technique difficile qui demande la prise en compte de très nombreux paramètres ainsi qu'une bonne compréhension des mécanismes relationnels entre les femmes et les hommes ou les hommes et les hommes et les femmes et les femmes. C'est-à-dire que c'est un art qui va pointer les enjeux inconscients qui vont s'insérer non seulement dans une histoire familiale, mais dans un vécu au sein d'une société qui a des codes et qui, elle aussi, influence le vécu. Et la moralité, c'est que la relation humaine repose sur un socle qui dépasse de beaucoup ce qui est spécifique à l'individu. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la synastrie ou comparaison de thèmes. Donc, je vous invite à liker, à me mettre en commentaire est-ce qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, des choses que vous aimeriez rajouter. Voilà. Surtout, essayez de mettre un petit commentaire, ne serait-ce qu'un pouce dans les commentaires, parce que c'est ce qui va faire la visibilité de ma vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.